Bonjour à tous, très bon réveil, vous êtes sur le plateau d'On va vous réveiller bien sûr. Bonjour ma chère Ingrid, êtes-vous réveillée sur le plateau d'On va vous réveiller ce matin? Oui, je suis très réveillée sur le plateau d'On va vous réveiller ce matin, mon cher Nicolas, merci. Magnifique. Nous avons passé la semaine donc à parler d'ENAC, les nouveaux animaux de compagnie. Aujourd'hui nous allons aborder une question un petit peu plus médicale forcément, puisque nous recevons sur ce plateau le docteur Yves Firmin. Bonjour, donc vous êtes vétérinaire, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes un vétérinaire somme toute comme les autres, sauf que vous voyez passer quand même régulièrement serpents, iguanes, voilà, j'en oublie, reptiles en tout genre. Bon, alors. Pour moi, je suis peut-être justement un des rares vétérinaires normaux de France, parce que j'ai pas d'idée préconçue contre le monde animal. Le rôle d'un vétérinaire, c'est d'aider, c'est de rendre service à des animaux qui n'ont pas choisi de vivre avec l'homme, et donc il est dommage que tout le monde ne fasse pas comme nous, c'est-à-dire de s'intéresser, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et là, je vous assure, les animaux, ça manque pas. Et j'imagine qu'il faut se spécialiser quand même, parce que soigner un chat, des chiens, c'est pas la même chose que soigner des tortues, les pathologies sont pas les mêmes. La vie, elle a des règles. À partir du moment où on ne respecte pas les règles, ça rend la maladie souvent. Donc que ce soit un chien, un cheval ou un serpent, on a des règles à respecter. Et bien entendu, moi quand j'ai commencé, on n'y connaissait strictement rien. J'ai lancé beaucoup de choses, fait beaucoup de conférences, d'articles pour essayer de promouvoir la connaissance. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, il y a quelques centaines de vétérinaires qui soignent de tout. Et nous, à la clinique, on soigne à peu près 700 espèces d'animaux, ce qui est quand même relativement important. Ouais. Effectivement. Donc on va parler un peu de ces animaux exotiques qui sont l'objet de notre semaine thématique. Bon, alors les plus connus sont bien entendu les serpents, les mygales, certaines sortes de poissons aussi. On va prendre le cas, parce que c'est aussi le plus spectaculaire, des serpents. En général, les gens quand ils viennent vous voir pour diagnostiquer une quelconque maladie, qu'est-ce que peut avoir un serpent? Qu'est-ce qui va les inquiéter? Parce que c'est vrai que nous, on découvre un peu en même temps. Vous savez, parfois j'ai des coups de fil du genre mon crotale et patraque. Avec ça, donc on est aussi dans le cas de serpents venimeux. Oui, ok. Bien sûr, dans le crotal qui est un peu blanc, qui est pas lichon, et ainsi de suite. Faut lui donner du sucre. C'est une hypoglycémie. Par exemple, ou une souris qui est la mal digérée. Non, mais je veux dire toutes les pathologies. Et moi, j'ai vu des serpents faire des jaunisses. Je me souviens d'un naja, un cobra faire une jaunisse. Donc en fait, toutes les pathologies existent. Faut savoir que hélas, toutes les pathologies rencontrées chez l'homme, on les a chez tout le monde. Alors avec des particularités, évidemment, un insecte ou un scorpion n'a pas la même maladie qu'un mammifère. Mais la pathologie, la maladie, les bactéries, on les trouve partout, aussi bien chez les requins que chez les insectes. Donc à nous adapter pour essayer de rendre une vie un peu moins mauvaise. Mais excusez-moi, mais quand vous dites crotal, cobra, vous êtes vétérinaire, donc vous devez les toucher, ces bêtes-là. C'est des serpents venimeux. C'est-à-dire que le cobra, s'il vous pique, vous êtes mal en point. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que même un pitbull, à la limite, ça fait moins peur qu'un cobra. Enfin bon. Disons quand l'animal est dangereux, en général, il y a moins de risques, parce qu'on s'en méfie. L'animal prétendu gentil, comme l'iguane gentil, il y a pas longtemps, je me suis fait arracher la main par un iguane gentil. Donc c'est pas, et ça il y a 2 mois, et c'est bon encore cicatrisé. Donc on se méfie moins des animaux gentils que des animaux dangereux. Donc quand on a un serpent à sonnette ou on prend des précautions. On va pas le lâcher n'importe comment. Et donc je n'ai jamais été piqué par toutes sortes d'animaux dangereux. Et puis de temps en temps, on se fait avoir par le gentil chat ou le gentil chien qui d'un coup vous trahit et puis vous mord. Faut toujours rester sur ses gardes en fait. Alors, qu'est-ce que vous voyez défiler le plus comme animaux exotiques? Parce qu'en fait, vous êtes au cœur finalement de cette nouvelle mode, puisque c'est à vous qu'on s'adresse quand il y a un problème. Qu'est-ce que vous voyez le plus? De tout, hélas. Oui, donc tous les jours à la consultation, j'ai des oiseaux. Donc, beaucoup d'oiseaux, on voit réapparaître maintenant les grands, des aras, les grands perroquets. Les iguanes, c'est extrêmement fréquent. Les serpents, on a parfois 2 coups de fil par jour sur les serpents. Chez les rongeurs, il y en a tous les jours. Des pauvres rats qui font des maladies cardiaques, qui ont même la peste, elle existe encore chez les rats et ainsi de suite. Donc je veux dire, rassurant ça. À partir du moment où on a des animaux comme ça, il y a aussi un risque pour la salubrité publique et il faut essayer de faire comprendre aux gens que prendre un animal, ça peut être dangereux, mais ça peut être aussi dangereux pour l'entourage et donc il faut pas faire n'importe quoi. Alors ça, on en parlera dans la deuxième partie, plus spécifiquement. On va revenir sur votre clientèle. Est-ce que vous avez un client qui vous a tout particulièrement marqué? Alors, je vais être sympa, on va pas parler que d'animaux exotiques. Voilà. En fait, pour moi, il y a plusieurs sortes de clients. Il y a des gens passionnés, si vous voulez, qui font les choses correctement, qui en savent souvent plus que nous, et dans lequel on a agrément et beaucoup de choses à apprendre. Donc ceux-là, je les respecte. Après, il y a des imbéciles, on en a déjà parlé, qui achètent sur un coup de tête une bestiole pour impressionner leur copine. Bon, c'est ceux-là, j'ai la
peine pour l'animal, donc je m'occupe de l'animal et moins du client. Hein. Puis après, il y a les braves gens qui récupèrent un animal parce qu'ils le croient misérable et qui font ça innocemment. Il faut aussi les aider. Donc le type de clientèle, c'est tout. Hein. Ça va du jeune au vieux, de l'enfant à la personne qui fait les choses de façon réfléchie. Finalement, quand même, quand on vous amène un animal, c'est plutôt positif, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'on prend soin de l'animal et qu'on s'inquiète pour lui, malgré tout, quel que soit le client. Oui, vous savez, autrefois, à la campagne, on soignait la vache, mais on soignait pas la femme, parce que ça emportait moins. Donc maintenant, il y a quand même... Ouais, ça tombe bien. Le genre de comparaison que j'adore. Voilà, il y a maintenant quand même une prise de conscience. Un animal, mérite quand même d'être soigné. Et c'est vrai que c'est bien que de le laisser pourrir dans un coin. Vous avez déjà amené une femme? Je sais pas. J'en vois souvent, oui, mais c'est plus dur à soigner. L'animal le plus insolite qu'on vous ait amené? Bon, il y a rien d'insolite, ça va de l'asticot, par exemple. C'est marrant, c'est ce que je pensais. Je pensais exactement à ça. L'asticot, il y a des problèmes de pathologie chez les asticots, des cafards qui ont des boutons, des choses, les araignées. Vous soignez un cafard qui a un bouton. Attendez, les asticots, on vous les amène parce que c'est pour pêcher, non? Non, alors faut savoir qu'en France, on élève près de 5 tonnes d'asticots. Il y a des éleveurs d'asticots. Et quand les asticots sont malades, il n'y a pas grand monde qui répond. Donc on nous appelle. Donc ce sont pas des animaux de compagnie, vous me rassurez. Si on les retrouve dans pas mal d'endroits, les asticots, même de compagnie. Oh là, mon Dieu. Bon, le débat dérape. Alors je vous propose d'ouvrir le saviez-vous d'Ingrid, qui est un petit bilan de la semaine. Alors on va voir si vous êtes calé en animaux exotiques, cher docteur. Alors, on commence ce le saviez-vous par une question qu'on a posée lundi. La tortue est un animal qui existe depuis environ 200 000 ans. Vrai ou faux? Non, plus que ça. Effectivement, c'est faux. Vous ne répondez pas, effectivement, c'est plus que ça. Effectivement, puisque c'est environ 200 millions d'années et pas 200 000 ans. 200 000 ans, c'est le chien à la rigueur, c'est tout. L'anaconda détient le record de la longueur. C'est l'anaconda ou le python? C'est le python. Effectivement. Alors ça, encore, on se base sur des peaux qui parfois ont été étirées. Moi, j'ai eu des pythons de 104 kilos, des anacondas de plutôt de petite taille. Oui, en tout cas, pour le moment, effectivement, officiellement, c'est le python réticulé qui peut atteindre plus de 9 mètres de long. Le dragon de Komodo est le plus grand de tous les lézards. Vrai ou faux? Effectivement, il est bien calé, ça va, il maîtrise son sujet. Un animal sympa, oui. Et enfin, lors d'une attaque de crocodile, courir en zigzag ou tourner sur soi-même va déstabiliser le crocodile et il va pas vous attaquer. Vrai ou faux? C'est gentil les crocodiles, de toute façon. Oui, c'est vrai. Alors il y a la solution effectivement qui est préconisée de se mettre sur le crocodile, mais il faut pas qu'il y ait un deuxième qui vienne vous mordre par derrière. Bon, mais faut qu'il y en ait qu'un. Non, mais enfin, en tout cas, la question c'était est-ce que tourner sur soi-même ou zigzaguer? C'est comme dans la corrida, à la corrida, ça permet d'éviter. De toute façon, alors, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous lui foutez une bonne claque, il a pas habitué, il se barre. Oui, ça c'est vraiment le conseil du jour. On va retourner pour ce dernier épisode chez Ludovic, Terra Exotica. On va voir comment il termine sa journée, puisque c'est la 3e plus grosse structure française de vente en gros d'animaux exotiques. Donc on va voir un petit peu comment il gère tout ça. La journée de Ludovic et Cindy se termine toujours par l'emballage des colis. Aujourd'hui, Terra Exotica est la 3e plus grosse structure française de commercialisation des reptiles et travaille beaucoup par correspondance ou par vente en gros. On dessert en France une 50aine de clients professionnels et des grandes enseignes que je nommerai pas, de jardinerie et d'animalerie sur les 4 coins de l'Hexagone. Et on a énormément de clients dans le sud de la France aussi, sur la région de Marseille, etc. Alors aujourd'hui, c'est une journée traditionnelle. On a 7 expéditions à faire, ce qui est la moyenne à peu près quotidienne qu'on fait. Et ça part donc sur la région de Bordeaux, tout simplement, où là, effectivement, on a un serpent et du matériel d'éclairage. Donc en fait, c'est notre fameux python australien qui part pour Bordeaux, qui est un petit peu nerveux. Donc, comme vous pouvez le constater, donc en fait, les animaux, on les transporte en sac. Donc voilà un sac de transport. C'est après, effectivement, scellé avec 2 sécurités. La première, c'est un nœud simple. Et la deuxième, c'est rescotché. Voilà. Ça, c'est les normes du transport d'animaux, les normes IATA, donc les normes du transport aérien. C'est ensuite positionné dans une petite boîte. Qui est effectivement muni de trous d'air pour que l'animal respire.
Il est pas un peu trop à l'étroit quand même, c'est pas dangereux pour lui? Non, il est bien calé comme ça. On est sûr qu'il prend quasiment toute la place et ça va éviter qu'il stresse davantage. On peut observer ici les différentes chaufferettes à l'intérieur. Et donc ça, voilà, c'est la boîte de transport. Le serpent est hydraté avant le départ et dans le cas où l'espèce nécessiterait une hydratation importante, l'animal est placé dans un lichen naturel humide qui s'appelle de la sphaigne. Et de temps en temps, les colis expédiés sont un peu plus encombrants. C'est donc deux tortues léopards qui sont originaires d'Éthiopie. Hein. Je vais vous épargner le nom scientifique qui est à rallonge. Effectivement, donc c'est comme on l'a déjà évoqué précédemment, dans notre activité de gros entre guillemets, si je puis dire, on livre aussi des prestataires comme des parcs zoologiques, des cirques, des réserves. Et effectivement, donc ces tortues vont partir ce soir pour la région parisienne chez un de nos clients professionnels. Alors elles sont énormes. Quelles sont leurs particularités? Alors la particularité, c'est qu'elles mesurent entre 52 et 55 cm de plastron. Donc le plastron pour le néophyte, c'est la carapace qu'on mesure à l'intérieur de la tortue, au niveau du ventre pour nous. Et elle pèse 25 kg de mémoire. Ouais. Donc voilà, plus de 50 kg de tortue sur des animaux assez géants. Avant de quitter Ludovic et Terra Exotica, voici quelques conseils pour débuter et peut-être devenir un vrai herpétolophile. Sur un terrarium de base pour une petite couleuvre américaine, comme on peut le voir là, qui sont derrière moi également, c'est le terrarium bien évidemment, le chauffage, donc au niveau du sol, qu'on peut également coupler avec un chauffage vertical à l'aplomb du terrarium, un thermostat donc qui va réguler l'ensemble, un éclairage donc qu'on va retrouver sur le dessus du terrarium avec 2% d'UVB pour créer en fait une lumière naturelle, le plus naturelle possible, des cachettes, au moins 2, une au point chaud, une au point frais, et un bol pour l'hydratation. Donc ça c'est l'équipement basique, sommaire, sans décoration, auquel on peut toujours adjoindre effectivement des troncs, des lianes, pour un aspect plus esthétique. Enfin, n'oubliez pas, ces animaux ne sont pas domestiques. N'attendez pas de leur part une quelconque marque d'affection. Il est donc très utile d'être sûr de vouloir en acquérir, de savoir quelle taille fera l'animal à l'âge adulte, pour éviter tout mauvais traitement ou tout abandon qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Voilà donc pour ce reportage consacré à Terra Exotica. Alors docteur, on a vu dans le reportage que donc Ludovic vend ses animaux en gros. Est-ce que réellement il n'y a pas de risque à les transporter comme ça dans des petites boîtes aussi exiguës par avion? Est-ce que c'est vraiment si on a affaire à des gens professionnels, il n'y a pas trop de soucis. Quand on expédie des animaux dangereux, il faut qu'il y ait plusieurs précautions, plusieurs cases dans un autre emballage, des indications. On fait pas n'importe quoi. Après que des serpents se sauvent quand on les transporte, oui, régulièrement j'ai attrapé des serpents qui étaient partis dans le coffre des voitures, enfilés dans des doubles carrosseries, par exemple. Je parlais aussi pour l'animal lui-même, parce que bon, pour l'être humain évidemment, si ça s'échappe. Il y a beaucoup de mortalité, hein. Vous savez, parfois vous ouvrez les douanes saisissent des bacs, il y a un tiers des animaux qui sont morts, les autres qui sont sur le point de mourir, et c'est absolument horrible, hein. Est-ce que ça peut être une façon de préserver les espèces par rapport à la disparition de plus en plus avérée d'espèces sur la planète? Est-ce que le fait de les avoir en animaux de compagnie, ça peut être une façon de les préserver finalement? Par exemple, pour les tortues d'Hermann dans la région, il est bien certain que le milieu n'est plus bon, il y a des incendies, donc celles qui vivent dans les jardins
survivent. Donc c'est vrai que cette race aurait disparu autrement. Mais vous savez, d'aller kidnapper des animaux dans la nature pour dire qu'on fait de la protection, à mon avis, c'est de la foutaise. Et puis quand un animal est remis dans la nature, si les conditions ne sont pas bonnes, il va mourir. Parce que si un animal disparaît, c'est que les conditions ne sont pas bonnes. Donc pour moi, oui, on essaie de justifier ses passions, mais je crois qu'on ferait mieux de s'intéresser à des animaux en plus, ça serait moins dangereux pour la nature. Et pour le cas de serpents, par exemple, qui sont reproduits en captivité, cette fois vraiment dans une logique d'élevage. C'est-à-dire que, bon, alors après, on n'est pas les vérifier, mais dans ces fermes qui les reproduisent exclusivement pour l'élevage. Est-ce que là, on n'est quand même pas dans une démarche un petit peu moins dévastatrice pour l'environnement? C'est un moindre mal, mais vous croyez que le serpent est heureux avec l'homme? Ah non, mais donc, il serait mieux dans son milieu, même s'il est dur. Donc oui, vous savez, tant qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. À partir du moment où les gens comprendront que c'est pas l'intérêt de l'animal d'être dans un appartement, peut-être qu'il y aura moins de vendeurs. Moi, je soigne l'animal parce qu'il n'a pas choisi, mais personnellement, j'ai pas d'animaux exotiques. Oui, non, ça. Pas l'intérêt. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui souhaitent acquérir un animal exotique? Il faut se renseigner sur quoi avant tout? La longévité, l'alimentation, la détention, parce que c'est beaucoup d'astreintes. Pour avoir un serpent, il va falloir avoir des souris, il faut avoir des systèmes de chauffage, d'aération, ça pue les souris en élevage, tout ça. Les gens doivent s'informer. On fait pas n'importe quoi. C'est pas sur un coup de tête qu'on prend un animal. C'est une vie. Parfois, il y a des animaux ou des perroquets qui vivent plus longtemps que leur maître. Donc, je veux dire, on pèse bien les choses, on se renseigne. Les vétérinaires sont là pour donner des conseils, mais je dis, on ne doit jamais faire ça sur un coup de tête. C'est trop sérieux, la vie. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une façon de se rapprocher des animaux aussi, de mieux les connaître et de moins les appréhender? Peut-être d'avoir un contact Moi, je trouve que le contact, quand on le voit dans la nature, il est mieux, il est bien. Vous savez, d'avoir le serpent sur ses genoux, bon, on peut pas dire que ce soit parfaitement rigolo. Bon, je préfère un chien, c'est quand même plus naturel. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Avant de nous quitter, le CNET, comme d'habitude. Je vous ai trouvé le site d'une clinique vétérinaire à Québec. Ça ne vous frappe pas d'ombre. www.cvdf.ca. Alors, en fait, c'est un site internet où l'on va pouvoir avoir une rubrique sur tout ce qui concerne les espèces je vais y arriver, les espèces exotiques en fait. Donc c'est très détaillé, il y a une mine de conseils sur l'alimentation, l'hygiène, les conditions de vie dont ils ont besoin, les problèmes et maladies les plus fréquents qu'ils peuvent rencontrer, les différents symptômes que vous pourrez constater et les éventuelles maladies ou pathologies qui y correspondent. www.terra-exotica.com, le site de Ludovic et de donc Terra Exotica, où vous pouvez retrouver toutes les espèces qu'il propose, quelques conseils aussi pour faire ça dans la légalité et puis dans le meilleur respect, on va dire, de l'animal. Et puis www.lafermetropicale.com, et bien cette fois c'est sur Paris, 650 mètres carrés consacrés à la terrariophilie en plein cœur de Paris. Depuis 2005, ils ont une deuxième structure fermée au public qui fait 600 mètres carrés consacrée à l'acclimatation et la reproduction des spécimens hors du commun. Donc on peut voir en page d'accueil des photos, des ouvrages, un site très intéressant à découvrir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Docteur, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On se retrouve bien entendu tous la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. À lundi. Ciao. Ciao.